De vous retrouver donc pour cette seconde fois et troisième fois enfin en présentiel dans cette salle. Merci à Jean-Marie Tarascon, notre conférencier, de bien vouloir venir depuis Paris, qui est quand même assez éloigné, comme vous avez pu voir au moins en ton. Et merci à Albert donc, d'avoir invité Jean-Marie Tarascon. Albert, je te passe la parole. Donc, je suis très heureux de retrouver ce public qui assiste à nos conférences de l'association, et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Jean-Marie qui va nous présenter sa conférence. Quel est le titre de la conférence? Il est là. Les batteries dans le contexte du développement durable. Ça a changé depuis la semaine dernière. Ok. Donc Jean-Marie a fait ses études à Bordeaux. Il a passé un doctorat en chimie à Bordeaux. Ensuite, il a fait un séjour, il a été chimiste postdoctoral aux États-Unis à l'université Cornell, pour ensuite avoir un poste de chercheur à Bell Labs, un labo fameux aux États-Unis, le labo Bell Labs, jusqu'en 82, je crois. Et à ce moment-là, il est devenu un spécialiste, à ce moment-là, de l'électrochimie des batteries. Et ensuite, il a eu un poste de professeur à Amiens. Il a créé un laboratoire de recherche sur l'électrochimie des batteries à Amiens, et qui a eu beaucoup de succès. Ses travaux sont reconnus internationalement. C'est un des leaders actuels dans la physique de l'électrochimie des batteries. Récemment, en 2014, il a été nommé professeur au Collège de France, où il dirige aussi un laboratoire. Maintenant, il a créé et dirige un laboratoire. Il a aussi créé plusieurs réseaux de recherche nationaux et européens de recherche sur l'électrochimie. Donc, je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Nous accueillons un grand scientifique, réputé internationalement. Le point noir, c'est qu'il est trop occupé et il n'a pas eu le temps de passer plusieurs jours pour visiter la Côte Vermeille. Ça, c'est le seul point de sa carrière. Voilà, je te passe la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez, je vous donne le micro. Oui. 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 Ok. Tout d'abord, merci à Albert et merci à Marie pour m'avoir invité. Bon, ça fait plaisir pour deux raisons. D'abord, j'ai découvert en 2 heures une visite rapide de Panius. Et également, c'est intéressant puisque finalement, ça fait une des premières conférences que je redonne en présentiel. Alors aujourd'hui, je suis ici un peu pour vous parler de la problématique des batteries, de l'énergie dans le cadre du développement durable. C'est-à-dire, c'est une problématique qui sous-tend des enjeux sociétaux et planétaires très importants pour les générations à venir. Et d'ailleurs, les batteries ou l'énergie sont au cœur de nos activités quotidiennes. Et je dirais même, elles feront la une des journaux. Et vous pouvez voir, dans les médias, vous voyez sans cesse des articles sur l'énergie, les batteries et tous les aspects renouvelables. Alors, ça devient un élément clé de notre société. Il y a même certaines journalistes qui prétendent que le water sera notre prochaine unité monétaire. Alors la question, c'est finalement, qu'en est-il de tout ça? Bien, c'est un peu ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui se passe. Et pour faire cela, bien, le menu que je vous ai mis, vous l'avez concocté, est indiqué ici. Je vais dans un premier temps vous parler de la situation énergétique actuelle, son évolution et ses conséquences pour la planète. Je vous donnerai des valeurs tangibles, des chiffres sur les problèmes de CO2 et ainsi de suite. Je vous parlerai des problématiques liées aux énergies renouvelables et au stockage d'énergie, ce qui va m'amener dans le cœur de cet exposé, que seront les batteries. Et là, dans le domaine des batteries, bien, je vais essayer de vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la science et de l'innovation dans ce domaine. Dans ce domaine où, bien sûr, augmenter l'autonomie des batteries que vous cherchez, augmenter leur charge, et ainsi de suite. Et enfin, je vous ferai rêver, si j'espère, la dernière partie de cet exposé, en vous montrant les recherches qu'on fait actuellement, et qui, vous allez voir, vont, je dirais, s'écarter un peu de l'électrochimie et peut-être rejoindre le domaine de la physique. Et un élément, j'ai quelques conclusions.
D'où première question, pourquoi finalement nous sommes dans cette situation actuelle aujourd'hui? Eh bien, tout cela provient, je dirais, des avancées découvertes du XVIIIe siècle et des technologies qui l'ont suivi. Parce que pendant une très grande période, l'être humain, eh bien, tout simplement, vivait de la biomasse comme source d'énergie. Ce qui fait que dans ce cas, eh bien, le CO2 qui était relargué, eh bien, automatiquement, il était transformé par les plantes via la photosynthèse. Et cette situation, eh bien, elle a duré, je dirais, jusqu'à la première découverte du moteur à vapeur en 1982 par James Watt. Et ça, ce fut la première fois qu'une machine thermique pouvait transformer de l'énergie en énergie mécanique. Et ça a été, je dirais, le déclic pour la première industrialisation avec la commercialisation et le développement des locomotives à vapeur. Ensuite, une seconde révolution se produisa et fut tout simplement liée à la découverte du moteur à combustion par Étienne Lenoir et de l'électricité. Et suite à ces découvertes, de nouvelles technologies ont été développées et toutes consommant, comme on peut voir ici, ces fameuses énergies fossiles, comme indiqué ici. Et on peut parler, bien sûr, de tout ce qui est les réseaux électriques, on peut parler tout simplement du transport, que ce soit de développement automobile ou aéronautique. Enfin, le fait est que toutes, je dirais, ces apports ou ces bénéfices de ces découvertes, eh bien, ont conduit qu'aujourd'hui, eh bien, on est actuellement dans une consommation d'énergie qui est indiquée ici. On peut parler de 160 000 TWh par année ou de puissance installée de 18 TW. Et juste pour vous donner une idée, 18 TW, ce n'est rien d'autre que 18 000 réacteurs nucléaires, pour vous donner l'ampleur de ces énergies. Alors bien sûr, on parle d'énergie fossile, et vous savez tous que ces énergies fossiles ne sont pas inépuisables. Il y a de nombreux modèles qui sont basés, comme vous pouvez voir ici, sur les consommations actuelles et la décroissance des découvertes récentes, qui font en sorte que finalement, on a un gap qui va apparaître où on ne pourra plus directement suffire à la demande. Et d'après ces calculs, eh bien, on peut prédire que finalement, il ne reste, avec des incertitudes près bien sûr, que par exemple 64 ans de réserve d'uranium, 230 en charbon, 62 ans en gaz et en uranium. Donc tout ça pour dire tout simplement qu'en un siècle et demi, on a tout simplement consommé toutes les énergies fossiles que notre planète a mis plusieurs millions d'années à accumuler. Et bien sûr, avec les énergies fossiles, qu'est-ce qui se passe? Il y a des émissions de CO2 avec des taux croissants de CO2, où je vous montre par exemple la progression qu'il y a eu, où on est passé de 250 ppm à 450 ppm en 2018. Alors bien sûr, il est clair que ces émissions de CO2 ont des effets indéniables sur le climat, notamment tant au niveau du réchauffement climatique, dont on parle de 2 degrés C dans les 100 prochaines années, ou au niveau de la montée de la mer, les deux bien sûr étant reliés par un simple problème de dilatation. D'où tout cela se traduit par des effets que l'on observe autour de nous, qui sont tout d'abord la disparition de certains glaciers. On a également, en raison des pluies acides, on a tout simplement des blanchiments de coraux. Et on a également des montées du niveau de la mer, où par exemple, vous avez ici l'archipel des Maldives, dont la capitale Malte est entourée d'une digue, en train, pour tout simplement anticiper ces montées d'eau, etc. Et juste pour vous signaler qu'à l'heure actuelle, eh bien, il y a plus de 700 millions d'habitants à un niveau moindre de 10 mètres du niveau de la mer. Ce qui veut dire que dans les futures années, on aura également des réfugiés climatiques à prendre en considération. Donc voilà, si vous voulez, à peu près la situation, quelques chiffres, on pourrait bien sûr en donner davantage. La question, c'est de savoir comment cela va évoluer. Bien, si on va évoluer, bien, vous savez tous que la population va augmenter, on va passer de 6,5 à un tour de 9 à 10 millions. Le niveau de vie, eh bien, automatiquement augmente. Tout ce qui est les Internet, la communication, envoyer des images par computer, tout simplement, demande beaucoup d'énergie. Et également, vous avez directement le transport. Vous avez ici une vue, tout simplement, de la vue des Champs-Élysées en 2009. Vous pouvez voir en 1909 où on avait les calèches. D'où la question qui se pose à nous, c'est finalement, est-ce qu'on fait rien? Il y a une demande exponentielle, ça veut dire qu'il nous faudra tout simplement 30 TW eh bien, en 2050. Et si on fait tout simplement, comme on dit, business as usual, ça n'a rien changé, eh bien, on aura des taux de 600 ppm
qui, pour sûr, vont permettre d'atteindre les fameux 2 ou 3 degrés qu'on voudrait se réserver d'abord. Donc la question, finalement, c'est comment enrayer un peu cette, je dirais, pollution incontrôlée. Alors bien sûr, il y a des solutions. Une que je vous propose, qui est la suivante. On peut peut-être coupler directement les calèches de DF 109 avec directement la partie de voiture 2009 et voir ce qui se passe. Bien sûr, ce n'est pas la solution que je vais développer. Par contre, il y a des solutions plus intéressantes qui reposent tout simplement sur l'utilisation des énergies renouvelables. C'est-à-dire, dans cette transition énergétique, on va comment se défaire des énergies fossiles pour utiliser ces énergies renouvelables. Et parmi ces énergies renouvelables, eh bien, l'avantage, c'est qu'elles sont, je dirais, inépuisables, notamment le soleil, puisque le soleil, comme on peut voir ici, eh bien, il peut nous fournir 10 000 fois l'énergie que la planète a besoin, ou même, je dirais, presque dans la durée de cet exposé, eh bien, le soleil peut nous fournir toute l'énergie que la planète a besoin. Il y a eu des progrès énormes grâce au développement scientifique dans le niveau des photovoltaïques, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, eh bien, on peut avoir un coût des kilowatts qui est aux alentours de 3 US$, ce qui est relativement faible pour ces énergies. Par contre, vous savez tous que la difficulté, eh bien, que ces énergies provenant du vent ou du soleil sont intermittentes. Vous voyez ici, tout simplement, le pic en puissance d'une ferme photovoltaïque. Vous voyez qu'en ce cas, on ne peut pas utiliser cette énergie telle qu'elle. Il va falloir tout simplement ce qu'on appelle la lisser et pouvoir directement la stocker. Et la question qui se pose, eh bien, c'est comment allons-nous stocker cette énergie? Alors là aussi, il y a plusieurs méthodes. La première, qui peut venir, qui vient à mon esprit, qui peut venir à votre esprit, c'est tout simplement indiqué sur cette photo, dans lequel, dans ce cas, on peut tout simplement utiliser l'énergie provenant du vent ou du soleil, parce que celui-ci brille, pour remplir ce réservoir et pour emmagasiner l'énergie. Ainsi, lorsque vous êtes dans votre douche, il n'y a plus qu'à ouvrir le robinet, et vous n'avez plus besoin d'énergie, ça va couler tout simplement. Donc voilà, si vous voulez, un simple concept. Et ce concept, je dirais, une démonstration de ce concept est en train de se réaliser aujourd'hui au nord du Chili, où vous avez le grand projet hydroélectrique de Guadalajara, dans lequel, dans ce cas, eh bien, on profite ou on tire avantage d'une falaise de 600 mètres pour installer, comme on peut voir ici, des panneaux photovoltaïques qui vont produire l'électricité pour alimenter toutes les pompes pour aller remplir ce réservoir, et ce réservoir sera directement la source d'énergie. Et ensuite, par la chute et les turbines, on pourra tout simplement produire de l'électricité lorsqu'on le voudra, ainsi de suite. Et là, eh bien, cette technologie a des avantages, puisqu'on le peut voir ici, on a tout simplement des coûts qui sont relativement faibles. La difficulté, eh bien, c'est tout simplement qu'on n'a pas de site géologique ou géographique pour pouvoir faire ça de façon abondante. D'où, quelle est directement l'autre solution? Et l'autre solution, eh bien, c'est le domaine qu'on développe, c'est tout simplement le stockage électrochimique. Alors, ce stockage électrochimique, eh bien là, c'est quoi? C'est très simple. C'est-à-dire qu'on va tout simplement utiliser des matériaux, des solides, et transformer de l'énergie chimique en énergie électrique. Et pourquoi c'est simple? Parce que tout simplement une liaison, eh bien, c'est constitué d'électrons, et l'électricité sont également des électrons. D'où on a le même porteur. Et l'objet qui fait cela, celui-ci que vous connaissez très bien, ce sont les batteries. Okay. Et ces batteries, eh bien, elles ont suivi de fortes évolutions. Et ce que je vous montre ici, finalement, c'est tout simplement la densité d'énergie en fonction de l'énergie spécifique, poids et volume. Vous voyez ici les différentes technologies comme la technologie au plomb, cadmium, métallurure, et cette fameuse technologie lithium-ion qui a été certainement la plus grande avancée de ce dernier siècle. Alors la question, si vous voulez, c'est comment de telles technologies fonctionnent. Alors de telles technologies fonctionnent. Vous avez ici le principe de la technologie lithium-ion que vous utilisez tous. Elle fonctionne tout simplement avec deux matériaux, qui sont des matériaux d'électrodes, qui sont tout simplement des éponges vis-à-vis du lithium, et qui baignent dans un électrolyte, qui dans ce cas est un électrolyte non aqueux. Et ce qu'on fait, eh bien, c'est qu'on a tout simplement ces fameuses courbes électrochimiques, dans lesquelles vous avez le potentiel en fonction de la capacité, et tout simplement, l'énergie sur cette courbe, c'est tout simplement la densité d'énergie.
C'est cette énergie que vous allez utiliser lorsque vous allez directement appeler quelqu'un, et ainsi de suite. Et bien sûr, ce qui est important dans ce domaine, c'est de considérer l'efficacité énergétique. Et c'est ça, je dirais, un gros avantage de ces batteries au lithium, c'est qu'on a des efficacités énergétiques de 98%. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire que je peux restituer à 98% l'énergie que j'ai utilisée. Et ça, c'est très important, et c'est un des systèmes qui fait ça. Alors, comment cela se passe, et quels sont les paramètres qui contrôlent ces potentiels? Alors, vous voyez, je n'ai pas utilisé beaucoup de formules dans cet exposé, je vais directement parler de la densité d'énergie, qui est le produit du potentiel par la capacité. Et bien sûr, en tant que chimiste, on peut agir sur ces deux quantités. La première, eh bien, la tension de cette batterie, eh bien, elle va dépendre de la structure de bande d'un matériau, de sa structure, de son niveau de Fermi, et ainsi de suite. Et on va pouvoir ajuster ça. Ensuite, il va y avoir la capacité qui va être rien d'autre que le nombre de lithium que l'on peut mettre directement dans ce matériau, le nombre de lacs. Et en tant que chimiste, on va jouer sur ces deux valeurs. Alors, si on peut regarder ce domaine, eh bien, je vais mentionner les différents systèmes qu'il avait eu, et on peut regarder quelle a été la progression de l'énergie spécifique en fonction de nombre d'années. Et vous voyez, lorsqu'on part de la batterie au plomb, et on va directement à la batterie. Et vous voyez, quand je dirais à presque 200 ans, j'exagère, en 150 ans, on a simplement doublé ou triplé la densité énergétique. Et c'est la raison pour laquelle les journalistes disent tout simplement que la recherche dans le domaine des batteries avance à la vitesse d'un glacier. Heureusement, la technologie à ion lithium est arrivée, et là, vous voyez qu'en 20 ans, eh bien, on a pu doubler, voire presque tripler la densité énergétique. Mais bien sûr, on est loin de la loi de Moore, finalement, qu'on utilise dans le stockage informatique, où là, les densités doublent tous les 18 mois. Alors, si on veut s'amuser un peu, on peut se dire directement, supposons qu'on ait tout simplement suivi cette loi de Moore, et où est-ce que nous en serions aujourd'hui? Eh bien, si je prends directement la batterie au plomb, comme indiqué ici, en 1850, et supposer que je suis la loi de Moore, et ma première batterie, en 1928, devrait avoir la densité d'énergie d'une bombe atomique. Si on avait suivi la même évolution, eh bien, en 1950, 1 kg de batterie pourrait simplement alimenter l'humanité en énergie pendant 1 heure. Et si on continue ainsi, eh bien, en 2006, on aurait pu directement augmenter ou fournir de l'énergie pendant 5000 ans. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi pas? Eh bien, pourquoi pas? Tout simplement parce qu'on est tributaire de la chimie. Rappelez-vous, je vous ai dit que dans ce cas, on va utiliser la liaison chimique. Vous savez tous qu'en liaison chimique, il n'y a pas une multitude d'électrons. D'où on est limité. C'est la raison pour laquelle, eh bien, malgré de nombreuses recherches, on ne peut pas tout simplement perturber ces lois. Alors voilà, si vous voulez, l'art des batteries au lithium, dans lequel les recherches ont commencé en 1949, avec différents matériaux, ainsi de suite, mais tout ça a été un problème de chimie solide. Et finalement, c'est en 2019 que ce domaine de la chimie a été, je dirais, récompensé pour toutes ces recherches, puisque les 3 premiers domaines, que sont Sten Whittingham, John Benioff et Akira Yoshino, ont reçu le prix Nobel. Donc voilà, si vous voulez, l'histoire un peu de ces batteries à ion lithium. Alors maintenant, on va aller plus en détail et voir c'est quoi la chimie à l'intérieur. Alors cette chimie, eh bien, le matériau que vous avez aujourd'hui, qui est indiqué ici, c'est tout simplement un oxyde lamélaire LiCO2. Et vous voyez, il est constitué dans ce cas de feuillets COO6 et de lithium en jaune qui va directement aller entre ces feuillets. Alors je sais que vous n'êtes pas tous des cristallographes, et pour comprendre la structure, ça va être très simple. Voilà ce que c'est que votre matériau électronique. Ok? Vous avez directement la croûte qui va être des feuillets métalliques et le lithium, la crème, tout simplement, en jaune. Et c'est cette technologie qu'on développe depuis 20 ou 25 ans. Et bien sûr, le chimiste solide va s'amuser à faire des substitutions. Et on va préparer de nouveaux composés qui ont toujours la même structure lamellaire, mais dans lequel on va s'amuser à changer des éléments pour avoir de meilleures performances. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, les matériaux qu'on utilise sont exactement ces phases dans lesquelles on travaille sur ces diagrammes de phase pour, dans ce cas, eh bien, augmenter
la capacité, comme vous pouvez voir ici. Et on augmente cette capacité, parce que si vous voyez ici, on a un taux en nickel, un taux en manganèse, un cobalt. Et dans les recherches actuelles, la problématique, c'est le cobalt. Car le cobalt, tout simplement, il est utilisé pour pas mal de domaines, dans le domaine du magnétisme, et également dans le domaine de la chimie. Et là aussi, il y a des problèmes d'éthique pour tout simplement récupérer ces cobalt. D'où une des voies de recherche est de créer des matériaux à très faible taux de cobalt. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il y a aujourd'hui toute une activité à se déplacer le long de cet axe pour avoir des matériaux du type 811 qui contiennent seulement 10% de cobalt. Donc voilà, si vous voulez, les matériaux. Et celui utilisé dans la véhicule électrique aujourd'hui, c'est justement cette composition. Et on va là. Avec un dérivé qui est toujours un composé lamellaire qu'on appelle NCA, qui est un composé qui est utilisé dans les voitures Tesla. Alors je vous ai parlé directement de ces 3 prix Nobel qui ont été, je dirais, les déclencheurs de cette énergie à lithium. Il y a une personne qui, je pense, mérite, ou a autant de mérite. Ce n'est pas un scientifique, ou c'est un scientifique, un physicien, mais surtout un businessman, qui est Elon Musk. Elon Musk est la personne, je dirais, qui a donné un coup de pied de la fourmilière, il y a de cela 4 ou 5 ans, et qui a fait, je dirais, réagir tous les chercheurs, et je dirais même tout l'aspect industriel. En effet, pour lui, il est omnibulé par tout simplement la distribution de l'énergie. Il faudrait que tout simplement qu'on ait de l'énergie partout, à très bas coût. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il a, je dirais, proposé de pouvoir commercialiser les accumulateurs à lithium à moins de 100 $ du kilowatt. Grâce à cela, eh bien, le prix a été divisé par 10 ces 10 dernières années, et les annonces récentes font que cette baisse va continuer. Et tout cela, je dirais, a semé une panique totale dans le monde des industriels, mais également dans le monde des chercheurs. Et je pense que la recherche que l'on fait aujourd'hui dépend également de ce changement de situation, de paradigme dans ces matériaux lithium. Alors cela, parmi les fabricants, bien sûr, ça a changé drastiquement, et c'est ça qui a conduit au bout du véhicule électrique que l'on voit aujourd'hui, dans lequel vous avez à ce jour plus de 450 modèles qui existent. Et si on regarde finalement les ventes que l'on peut prévoir dans le futur, et ainsi de suite, on prévoit des ventes de 150 millions de véhicules électriques en 2040. Et il ne faut surtout pas oublier qu'une autre application, ce sont les grilles, c'est-à-dire les applications réseau, où là aussi, eh bien, on voit une progression, je dirais, énorme. Donc, comme vous pouvez voir, il y a une extinction spectaculaire de la production annuelle des batteries. Et la question, c'est finalement maintenant, d'où viennent ces batteries et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est la raison pour laquelle vous entendez parler de ces fameuses gigafactories, de tous ces fameux plans européens pour réagir rapidement et construire ces fameuses gigafactories qui assureront la souveraineté européenne à tous nos constructeurs automobiles pour, je dirais, augmenter la production des batteries. Vous avez parmi ces différentes gigafactories, vous en avez 2 qui sont ACC, qui est tout simplement avec PSA, Saft et ainsi de suite, et Vercor, qui sont en train de se développer. Et grâce à cela, eh bien, théoriquement, on est aujourd'hui inexistant au niveau européen dans la fabrication des batteries, et on devrait, en 2025-2027, comme indiqué ici, avoir, si tout se passe correctement, 17% de ce batterie. Voilà, si vous voulez, pour vous donner un peu le contexte à l'heure actuelle. Alors maintenant, on va rentrer plus dans la performance de ces batteries, et sont-elles sûres, sont-elles durables, et ainsi de suite. Alors si on veut regarder cela, eh bien, on regarde certains papiers récents, notamment un test fait par un collègue canadien, Jeff Dant, qui a montré, avec des tests accélérés en fonction de la température, eh bien, qu'une batterie de véhicule électrique pouvait, je dirais, avec un cycle charge-décharge complète par jour, durer pour 3 millions de kilomètres. Et pour une durée de 25 ans, avec cette durée, bien sûr, est raccourcie pendant la température plus élevée. Donc voilà, si vous voulez, où est-ce qu'on en est la performance. Alors la question qui se pose, on a des avancées au niveau de la chimie, on a pu améliorer leur niveau de vie, et la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui reste à faire? Et quels sont les challenges restants?
Et c'est là que je vais tout simplement rentrer un peu dans la science qui se fait dans ce domaine. Alors les challenges, ils sont au nombre de 4. Le premier, eh bien, c'est que tout le monde veut une plus grande autonomie, pouvoir parcourir une plus grande distance. Tout le monde veut une charge plus rapide, plus de sécurité et plus d'éco-compatibilité. D'où ce que je vais faire maintenant, je vais prendre chacun de ces secteurs et vous montrer finalement ce qui s'y passe et qu'est-ce que la science a fait récemment. Je vais commencer tout simplement par le cas de la densité d'énergie. Le cas de la densité d'énergie, bon, c'est un cas qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est une avancée qui a été faite au Collège de France sur ces matériaux. Vous avez ici en haut le principe d'un matériau d'électrode que je l'ai mentionné, c'est-à-dire c'est un matériau d'électrode qu'on utilisait depuis 25 ans et dans lequel les croyances étaient que seuls les cations pouvaient participer à la capacité électrochimique. Okay. Et de cela 4 ou 5 ans, et on a montré qu'il n'en était strictement rien. On a pu concevoir de nouveaux matériaux avec des structures relativement identiques, avec la seule différence, c'est que maintenant, on est allé mettre du lithium dans ces fameux feuillets métalliques. Raison pour laquelle on appelle ces phases riches en lithium. Et lorsqu'on fait cela, on s'est aperçu qu'on a changé complètement le mécanisme électrochimique, où on peut activer, comme vous pouvez voir ici en rouge, les cations, mais également les anions, vous voyez, maintenant vont participer au processus électrochimique. Ce qui fait que grâce à cela, eh bien, on a pu tout simplement doubler les densités d'énergie de ces matériaux. D'où ça, c'est des matériaux qui, actuellement, sont en train d'être développés. Il y a encore quelques verrous technologiques à lever, mais les compagnies comme BASF et ainsi de suite sont en train de développer et d'industrialiser ces matériaux. Tout ça, c'est des progrès du côté de l'électrode positive. Il y a également des progrès qui doivent se faire à l'électrode négative. Et là aussi, depuis 25 ans, on utilise tout simplement comme électrode négative les fameux graphites comme indiqué ici. Alors on a des matériaux qui sont fortement utilisés d'ailleurs en électronique, qui sont le silicium, qui ont, comme on peut voir ici, une capacité qui est, je dirais, aux alentours de 10 fois supérieure aux matériaux carbonés qu'on a aujourd'hui. La difficulté, c'est que si vous prenez tout simplement un morceau de silicium et vous imitez le lithium à l'intérieur, vous allez augmenter ce volume en 300%. Et automatiquement, quand vous faites ça, vous allez dégrader le matériau, vous allez le briser et faire des contacts électrochimiques. Et pendant 25 ans, on n'a pas réussi tout simplement à résoudre ce problème. Et ce n'est que récemment, je dirais il y a 4 ou 5 ans, avec l'utilisation des nanomatériaux, des nanosilicium, on a pu dans ce cas empêcher, je dirais, cette fissure des particules, puisque toutes les contraintes sont relarguées à la surface. Et aujourd'hui, eh bien, ce matériau est en train d'être intégré dans les accumulateurs. Et comme on peut voir ici, on utilise seulement 10% de silicium pour limiter ces expansions de vie. Et là, vous avez simplement des accumulateurs qui sont commercialisés par Panasonic au CAT. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe au niveau de la science des matériaux. Alors ensuite, bien sûr, il s'agit d'un domaine qui est finalement tiré par l'industrie. Et on regarde où est-ce que nous en sommes. Vous voyez que dans ce cas, les densités d'énergie, vous avez massique et volumique. Là, on est aux alentours de 280-300 Wh par kilo, et on est en volumique aux alentours de 600-700 Wh par litre. Et bien sûr, on veut toujours plus d'autonomie, et comment aller au-delà? Eh bien, on va dans ce cas parler des fameuses batteries tout solides. Et si les gens s'intéressent à ce domaine, je suis sûr que vous avez tous entendu parler des batteries tout solides, car ça n'arrête pas sur les radios. Alors ces batteries tout solides, c'est quoi? Eh bien, on va utiliser une chimie identique. Il va y avoir qu'une seule différence. Vous avez ici la chimie est identique. Et maintenant, je ne vais plus utiliser un électrolyte liquide. Je vais utiliser un électrolyte solide. Ce qui fait que tous les aspects sécuritaires sont théoriquement, je dirais, résolus. Et grâce à cela, eh bien, je pourrais de nouveau utiliser du lithium métal, à condition qu'on résolve les interfaces, pour obtenir des améliorations de 30-40% de la densité d'énergie, ça veut dire une autonomie 30-40% plus grande. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe à l'heure actuelle. Et tout ça, eh bien, c'est tout simplement tiré par des industriels, dont Toyota, qui a de cela 5 ans, disait qu'il allait installer ces batteries tout solides dans les véhicules électriques en 2022. Et bien sûr, comme c'est toujours le cas dans ce domaine, il suffit qu'un constructeur
parle de ça, pour que tout le monde s'y lance et investisse dans ce domaine. Alors pourquoi, si vous voulez, ce regain d'intérêt pour l'autosolide? Eh bien, ce regain d'intérêt pour l'autosolide provient une fois de plus d'une avancée au niveau des matériaux. En effet, on connaissait ces conducteurs ioniques depuis bien longtemps, on connaissait leur conductivité ionique qu'on estime en Siemens par centimètre, et on avait une ribambelle de matériaux, mais qui avait des conductivités qui n'étaient pas décentes. Et ce n'est qu'en 2011 qu'un laboratoire japonais a pu isoler une nouvelle phase dans laquelle la conductivité ionique est aux alentours de 10-2 Siemens par centimètre. Pour vous donner une idée, c'est rapide directement que votre sel de cuisine dans de l'eau. Et c'est grâce à cela qu'on a pu concevoir maintenant ces électrolytes solides avec des fortes conductivités ioniques. On a avancé d'un côté, mais quand même, il y a toujours la problématique qui même devient peut-être plus importante, qui est les interfaces. Et pour ceux qui font de l'électrochimie, les interfaces, c'est vraiment le cauchemar des électrochimistes. Et dans ce cas, eh bien, on est encore en train de voir quelles sont les techniques, les procédés qu'on va aller développer pour essayer de combattre cette formation des dendrites. Et c'est là qu'on va, de nouveau, avoir une ingénierie de surface ou créer des particules au cœur courant ou des films hétérostructurés pour réussir à ce point. Donc voilà, si vous voulez, c'est tout. Alors à ce jour, eh bien, je pense que vous n'allez pas trouver un laboratoire au monde, pas une industrie au monde, qui ne travaille pas sur tout seul. Tout le monde s'y lance à fond. Vous avez ici finalement une feuille de route du Japon, dans lequel vous voyez finalement que les batteries solides devraient arriver vers l'année 2030 et ainsi de suite. Alors il y a beaucoup de publicité, beaucoup de hype, je pourrais dire. Vous avez ici, par exemple, pas mal de PME qui se montent. Je parle ici de PME avec Volkswagen, Bill Gates et Continental, QuantumScape, qui prétendent avoir fabriqué des batteries solides et prétendent également les mettre sur le marché, ont levé des quantités d'argent assez énormes, et vous voyez ici leur publicité comme indiqué ici. Et là, effectivement, vous regardez finalement, tout ça c'est un solide flexible, c'est pas un plastique, c'est directement un grenat qui a été procédé correctement pour montrer cette flexibilité et qui va remplacer l'électrolyte liquide. Ensuite, vous avez beaucoup d'autres compagnies, comme Solid Power, comme Ionic Materials, etc. Alors, la difficulté à tout ça, eh bien, c'est un domaine de batterie, il faut directement savoir ce qu'est vraiment la réalité. Parce que si je prends par exemple l'annonce qui a été faite ici, on a démontré l'électrode solide, il n'a jamais été mentionné que l'électrode positive était toujours une électrode qui contenait une liquide. D'où il faut être assez prudent. Mais il s'empêche que dans cette course, eh bien aujourd'hui, tous les constructeurs automobiles essaient de parier sur la bonne PME qui va réussir dans le domaine pour finalement avoir le jackpot de développer le plus. Donc voilà, si vous voulez, la situation, un domaine en totale effervescence, où on n'est pas encore sûr de réussir, mais du moins, vu le nombre, la quantité de chercheurs qu'il y a là-dessus, ça devrait aboutir. Alors c'est pour ça que je dirais que finalement, le tout solide, eh bien, il a été annoncé de 5 ou 6 ans, c'était vraiment le Graal, on devait avoir ça dans 3 ou 4 ans, et finalement on s'aperçoit qu'aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de problématiques récurrentes à la technologie par soi-même, où ça va être directement un progrès relativement continu et lent. Et c'est la raison pour laquelle, pour résumer cette partie tout solide, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des batteries tout solides dans le véhicule électrique demain, mais effectivement, vers 2030, on pourrait avoir des prototypes comme vitrine, démontrant la faisabilité de ces systèmes, mais l'aspect économique reste encore, je dirais, à concevoir et à développer. Donc voilà l'aspect que je voulais montrer sur la densité énergie. Ensuite, je voulais mentionner qu'un autre problème est tout simplement la charge. C'est-à-dire, pourquoi on ne peut pas charger la voiture en 5 minutes. Okay. Alors, je vais essayer de faire un peu plus de démonstration, pourquoi pas. Ça va être basé, bien sûr, sur des concepts chimiques, en essayant d'expliquer. Donc ça, si vous voulez, c'est la batterie lithium-ion. Et ce que je trace ici, c'est les potentiels à l'électrode positive et l'électrode négative, où on a le graphite. Okay. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je vais charger cette batterie, je vais tout simplement introduire une impédance. D'où je vais abaisser, augmenter la polarisation. Vous voyez que cette courbe verte, maintenant, va passer dans le potentiel redox du lithium. Ce qui fait que vous n'allez plus directement intercaler du lithium, vous allez former ces fameuses dendrites qui vont court-circuiter à l'intérieur de la cellule et créer une explosion.
Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, on ne peut pas charger rapidement. Et pour contourner cela, eh bien, on peut utiliser d'autres matériaux, et on fait des batteries qui sont alors, plus puissantes, avec, dans ce cas, eh bien, moins d'autonomie. Et dans ce domaine, si vous voulez, vous ne pourrez jamais avoir une batterie qui donne puissance et autonomie. C'est deux grandeurs ambivalentes. Et alors maintenant, on peut recharger la batterie et en 7 minutes. Alors là aussi, c'est relativement simple. Il suffit de faire des calculs. D'ailleurs, il y a un article qui a été publié dans Le Monde qui est excellent, hein, dans lequel il est intitulé « La physique dit non ». Et si vous faites les calculs, eh bien, vous apercevez que vu la quantité d'électricité, la quantité d'énergie que vous avez à transporter, il va vous faire des connexions gigantesques. Par exemple, pour des 750 ampères à 440 volts, il vous faut directement un fil de cube de mètre en diamètre de 5 mm avec du rythme de dépôt de lithium, de l'échauffement, et ainsi de suite. D'où faire, tout simplement, on n'aura jamais, c'est simple, de batterie que pourra recharger en 5 minutes. Alors la question, c'est est-ce qu'on doit désespérer? Non. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Bien, ce qui se fait aujourd'hui, j'ai pris deux exemples, parce que les deux extrêmes, vous avez la Zoé, donc vous avez dans ce cas, tout simplement, une batterie de 52 kWh, 420 volts, d'un tour de poids de 160 kg, et vous voyez qu'en ce cas, si vous suivez directement la courbe verte, eh bien, vous voyez comment vous pouvez recharger votre accumulateur. Le message ici, c'est que si on veut charger de 15 à 80%, il va vous falloir 45 à 50 minutes. Okay. Et pour charger les derniers 20%, alors là, ça prend temps. Okay. Si je regarde maintenant le modèle Tesla, où là, il y a des superchargeurs, dans lesquels j'ai 250 kW, okay. Et bien dans ce cas, pareil, nous ferons 25 minutes. D'où, conclusion, bien tout simplement, il faudra avoir des charges partielles à 50% et avoir des infrastructures, je dirais, dans lesquelles on va augmenter le nombre de stations. Donc voilà, si vous voulez, la difficulté. Tout cela conclut l'aspect rechargeabilité. Et le dernier point que je pourrais toucher va être tout simplement l'éco-compatibilité. Alors l'éco-compatibilité, eh bien, effectivement, ces batteries sont au cœur des recherches pour faciliter la mobilité avec une faible empreinte CO2, c'est-à-dire baisser l'émission de CO2. Alors pour cela, eh bien, effectivement, les batteries de transport, si on regarde ce qui a été fait depuis quelques années, on a noté une baisse d'émission de CO2 de 0,4 gigatonnes et on espère que par 2030, si on continue sur la même lancée, on aura économisé 2,2 gigatonnes. Et pour votre information, à ce jour, le transport, eh bien, relargue 420 millions de tonnes par an de CO2. Alors la question c'est, est-ce que cela est vrai à 100% ou il y a encore des nuances? Mais vous allez voir qu'il y a encore des nuances. En effet, si maintenant je considère la voiture électrique et la voiture thermique, ici je prends le schéma de la voiture thermique dans lequel vous avez la consommation de CO2. Et ensuite je vais mettre simplement la voiture électrique. Et la voiture électrique, c'est très important, c'est de savoir d'où provient l'énergie primaire. Et vous voyez ici que si je construis une voiture électrique, et si mon énergie primaire provient de centrales thermiques, du charbon, il n'y a aucun intérêt à développer une voiture électrique. Par contre, si maintenant j'utilise directement un French mix que j'appelle un nucléaire, et ainsi de suite, ou alors de l'hydro, bien vous pouvez voir qu'en ce cas, il y a des avantages. Et enfin, il y a des avantages, mais la partie du risque ici est tout simplement maintenant la contamination du CO2 qui provient de la fabrication de la batterie. Et ça aussi, c'est important de reconnaître ce qui se passe. Et si vous faites une analyse de cycle de vie de la fabrication de la batterie, comme indiqué ici, et là vous avez tous les maillons du procédé en chaîne qui vont tout simplement de l'extraction des minerais jusqu'à l'assemblage, jusqu'à la fabrication de la batterie et le recyclage, et vous apercevez que pour faire une batterie de 1 kW, il vous faut une énergie de 327 kWh et vous relarguez 90 kg de CO2. Donc ça, il faut vraiment le prendre en considération. Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, on va dans ce cas essayer de combattre cela. Et pour combattre cela, eh bien, on va agir à différents niveaux. Ici, je vous ai montré la répartition en termes d'éléments chimiques que vous avez à l'intérieur de la batterie, avec, dans ce cas, vous avez aux alentours de 30%
de nickel, de cobalt, de manganèse, si j'en fais la somme, vous avez du graphite et ainsi de suite. Et ce qu'on va faire au niveau des laboratoires, aujourd'hui, je dirais, le développement durable est au cœur de nos activités, de nos recherches, et on va essayer extrêmement de développer de nouveaux matériaux basés sur des éléments qui sont beaucoup moins toxiques et beaucoup plus abondants. On va tout simplement également, pour indirectement abaisser le taux de CO2, eh bien, essayer de voir comment on peut mettre de l'intelligence dans une batterie pour allonger sa durée de vie, voire doubler. Et bien sûr, on va parler de recyclage, et je mentionnerai le recyclage juste à la fin. Nous maintenant, on va aller, je dirais, dans ces différentes actions. Alors on peut effectivement regarder notre chimie, et je vous ai jusqu'à maintenant parlé de la technologie à ion lithium. Eh bien, cette technologie à lithium, ces problèmes de développement durable, ont entraîné un foisonnement de nouvelles chimies. Donc, lithium-air, lithium-soufre, des multivalents, des FSM, par exemple. Bon, tout cela, je dirais, c'est intéressant au niveau du laboratoire, mais c'est loin d'atteindre l'état de maturation. Par contre, il y en a une seule, qui est la technologie sodium. Et cette technologie sodium-ion, qui dérive du lithium-ion, c'est à peu près la même chimie, vous allez voir, mais elle a l'avantage d'utiliser eh bien, un élément qui est tout simplement beaucoup plus abondant que le lithium. D'où c'est la raison pour laquelle, depuis 4 ou 5 ans, 7 ou 8 ans, il y a des recherches, je dirais, très fortes à ce niveau. Alors là aussi, je dois dire, on n'a pas à avoir de fierté en tant que chercheur de développer la technologie sodium-ion. Parce que certainement, un de nos ancêtres était beaucoup plus visionnaire que nous, c'était Jules Verne, qui avait écrit tout simplement, en 1969, dans son roman 20 000 lieues sous les mers, la technologie à ion lithium sera la technologie du futur. D'où finalement, on a compris 150 ans après qu'il fallait la développer. Alors pour ce faire, on a essayé quand même de concevoir des matériaux et on a développé une technologie, dans le cas du réseau français, qui est basée sur ces différents matériaux d'électrodes, un composé polyalunique. Vous voyez encore une fois du carbone comme électron négatif. Alors là aussi, je l'ai mentionné, c'est une chimie relativement reliée avec des matériaux d'électrodes qui sont des composés d'interpellation, mais il y a quand même toute la chimie du sodium qui va être différente du lithium. Et là, la première difficulté qu'on a rencontrée, c'est quelle va être l'électrolyse de choix. Eh bien, cette électrolyse de choix, après, je dirais, 5 ans de recherche, on a réussi à directement fabriquer ce cocktail chimique, si je peux dire, avec différentes molécules qui ont toutes un rôle bien particulier dans ce fonctionnement, dans ce vieillissement des bâtiments. Je ne vais pas aller dans les détails des différentes manips qui ont été faites pour déterminer tout ça. Et cela nous a permis finalement d'avoir des systèmes qui maintenant peuvent travailler à 55 degrés, cycler relativement bien, et, comme vous pouvez voir ici, avoir des performances en puissance qui sont relativement fortes. Et ça, eh bien, ça, directement, conduit à la création de la première filière française des batteries, qui est la technologie sodium-ion, et qui est développée par la compagnie Tiamat, dont la maison mère Caramien. Et là aussi, on a été les pionniers dans le domaine, et on va retrouver les difficultés qu'on a dans ce domaine. Mais aujourd'hui, la course est lancée, et on est en concurrence avec de nombreux asiatiques dans le domaine, avec en Chine, avec CATL, qui est le plus grand constructeur de batteries, qui a annoncé ce mois de juillet qu'il allait commercialiser ce sodium-ion, et également là. Et malheureusement, eh bien, du côté français, malgré qu'on ait des demandes de l'ordre de 1,8 MWh, on a du mal à trouver des financements pour, je dirais, faire venir le prototypage, ainsi de suite. Voilà, si vous voulez, de nouveau, comment la recherche fondamentale peut conduire à, je dirais, des évolutions fortes au niveau des matériaux électroniques. Donc voilà. Ensuite, le domaine dans lequel je voudrais vous mener maintenant, qui va être un peu changé, vous faire peut-être vous rêver, peut-être, je sais pas, c'est le domaine de comment augmenter la durée de vie des batteries. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer finalement de cette durée de vie et savoir. Et bien dans ce cas, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la recherche, on est très bon, en toute modestie, pour, je dirais, comprendre les réactions chimiques au niveau du laboratoire, dans nos cellules que l'on trouve. Lorsqu'on passe, finalement, dans le cas du véhicule électrique, eh bien, on n'a aucune méthode de diagnostic
pour aller avoir ces paramètres électrochimiques et contrôler ce qui se passe en dehors de la température et du courant. Donc, par conséquent, on va tout simplement comment on peut détecter des cellules, je dirais, défaillantes et comment on peut créer ces systèmes. D'où on va créer des systèmes intégrés. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut tout simplement contrôler la durée de vie des batteries pour leur donner, si je peux dire, une seconde vie, une double fonctionnalité. C'est-à-dire que lorsque la batterie ne sera plus capable d'alimenter votre véhicule électrique, est-ce qu'on peut la modifier et l'adapter tout simplement pour des applications réseau? Et si vous voulez faire cela, eh bien tout simplement, il faut que vous ayez une traçabilité de la batterie. C'est-à-dire avoir, excusez-moi, un passeport électronique de la batterie. Et on va maintenant s'inspirer fortement de ce qui se passe dans le domaine de la médecine. Ou par exemple, si quelqu'un a un diabète, on introduit une puce à l'intérieur et on peut le traiter automatiquement. Lors de l'opération, eh bien, vous avez simplement des fibres optiques qui vous permettent de passer l'information de cette boîte noire qui est la batterie à l'extérieur. Eh bien, on va tout simplement développer ces 10 systèmes ici. Et ce qu'on va développer, eh bien, c'est des capteurs optiques, acoustiques et électriques. Et ce que je mentionne ici, c'est ce qu'on a fait au niveau, tout simplement, de capteurs optiques à réseau de bras. Et bien, grâce à ces capteurs, et bien maintenant, on va pouvoir, avec les fibres optiques, les intégrer dans nos accumulateurs commerciaux. C'est-à-dire, on va pouvoir faire de l'implantation de ces différents capteurs pour avoir différentes observations. Et ce que vous voyez ici, eh bien, c'est une courbe du potentiel en fonction du temps. Et ce que je suis en train de faire ici, c'est tout simplement, je contrôle les variations de température à l'intérieur de l'accumulateur. Pour vous voyez les pics, il y en a un dont je vais ici qui est la SEI, c'est tout simplement une interface qui se forme lors de la formation, de l'activation de votre système. Et maintenant, je peux faire ça en fonction de la température, mais je peux mettre également un réseau de bras pour mesurer la pression. Et vous voyez que tout simplement, eh bien, lorsque j'ai cet aspect thermique ici, j'ai également un aspect de pression. Et tout cela, eh bien, me donne des informations sur la chimie qui est derrière. Parce que je sais que j'ai une étape d'information, cette étape d'information est une réaction chimique qui va tout simplement être exothermique, d'où température, et en même temps créer un dégagement de gaz. Et je peux également obtenir, je dirais, ces informations. D'où, là aussi, eh bien, on a tout simplement des élections de réaction de paralyse préjudiciable dans la vie de la batterie. Et tout récemment, je ne l'ai pas encore publié, eh bien, on a réussi une première, c'est-à-dire qu'on a réussi maintenant à faire une fibre optique qui va à l'intérieur de l'accumulateur et qui nous permet tout simplement de faire de la spectrométrie infrarouge. Et ça, l'astuce a été tout simplement de dépasser, de ne pas utiliser une fibre de silice, mais une fibre de chalcogénium qui va être transparente dans le domaine de 0,13 microns. Et on peut ainsi obtenir toutes les informations sur les réactions parasites qui se forment. Donc voilà, si vous voulez, ce que. Alors tout ça, eh bien, pourquoi c'est intéressant? Mais c'est intéressant pour avoir les simples raisons. C'est qu'aujourd'hui, on utilise deux paramètres qui sont la température et le courant. Maintenant, je suis capable d'avoir toutes ces observables, température, la contrainte au niveau des matériaux, la conductivité, le taux de lithium, et ainsi de suite. Mais tout ça va générer une quantité colossale de données qu'on va tout simplement traiter par tous les algorithmes d'intelligence artificielle pour tout simplement activer ce BMS qui est tout simplement le moniteur de gestion de la batterie. Et c'est grâce à cela qu'on va tout simplement obtenir une meilleure utilisation de la batterie, prévenir son état de santé, allonger sa durée de vie, ainsi de suite. Donc voilà directement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors bien sûr, la question que vous pouvez vous poser, c'est que maintenant, je fais du diagnostic de la batterie. C'est la même chose, si je reprends le domaine de la médecine, vous allez directement dans l'hôpital, on va vous faire des tests, on va trouver directement, on va faire un diagnostic, et si vous avez une tumeur, on va faire quelque chose. Bien, c'est la même chose ici, c'est-à-dire que, parallèle à cette recherche, on fait également des recherches d'auto-réparation. C'est-à-dire qu'on va tout simplement maintenant voir comment on pourrait intégrer à l'intérieur de l'accumulateur des agents auto-réparants qui, en cas de défaillance, on puisse activer pour aller recoudre les tissus que sont les électrodes, etc. Et on s'amuse sur ces systèmes, et des travaux qu'on a faits sont tout simplement utiliser tout simplement ces molécules qui sont des cyclodestrines, qui permettent d'avoir des arrangements supramoléculaires et qui permettent, en pareille que la température, attirer spécifiquement des espèces. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on fait. Et notre but de la batterie, je ne l'utilise aucun temps, et elle est indiquée ici,
la batterie n'aura pas seulement que deux pôles, positifs et négatifs, mais on pense simplement avoir une sortie analytique qui va nous permettre directement de contrôler les difficultés qu'il y a à l'intérieur du système, envoyer un BMS qui va directement activer le système d'auto-réparation et permettre une durée de vie de la batterie. Alors ça, bien sûr, c'est futuriste, et ça prendra quand même peut-être 15 à 20 ans. Nous voilà, si vous voulez, sur les recherches. Alors maintenant, le dernier point, je terminerai là-dessus, que je veux toucher, c'est finalement un autre point important, qui est le problème du recyclage. Alors pourquoi le problème du recyclage est important? Eh bien, pour vous montrer l'importance, je vais juste prendre un exemple et faire, je dirais, une analogie, excusez-moi, avec les polymères. Au début du siècle, tout le monde était enthousiasmé par les polymères, on pouvait faire n'importe quoi avec les processus. Aujourd'hui, au niveau pollution, c'est un cauchemar. Et on ne sait pas, à ce jour, comment recycler parfaitement les polymères. D'où la question, il faut anticiper, et on ne veut pas que la même chose se passe au niveau des batteries. C'est la raison pour laquelle il y a pas mal de recherches qui sont en cours à ce sujet. Alors pourquoi cela? Bien, si on regarde tous les chiffres que je vous ai mentionnés, si on regarde les évolutions au niveau de la mobilité électrique, et ainsi de suite, vous avez ici toutes les histogrammes qui vous permettent de voir tout cela. Et bien, tout ça, pour être court, eh bien, il va falloir simplement, en 2025, être capable de recycler 5 millions de tonnes de batteries. D'où par conséquent, il va falloir simplement voir comment on va faire ça. Il y a déjà des compagnies qui sont lancées dans le recyclage, notamment en France et en Belgique, depuis Micro. Alors, au niveau de la recherche, qu'est-ce qu'on fait? Bien là aussi, le recyclage, certainement, lorsqu'on parle aux jeunes chercheurs, faire le recyclage, c'est la vieille chimie, et ça n'excite personne. Il y a des matériaux, il y a des procédés classiques, et les procédés classiques datent de 30 ans, qui sont la pyrométallurgie, dans lequel, dans ce cas, bien on va utiliser la température, ou l'hydrométallurgie, à laquelle on va utiliser le sol. Et ces deux procédés, soit sont très demandeurs en énergie, tout c'est pas bon, ou alors très demandeurs en solvant. Et la plupart du temps, eh bien, tout simplement, ils vont relarguer autant de CO2 qu'ils vont en économiser. D'où, il faut, dans ce cas, eh bien, développer des méthodes dans lesquelles on peut faire du retraitement des batteries, sans tout simplement les broyer systématiquement maintenant, et voir comment on peut récupérer différents éléments et recycler les éléments. Et ça, c'est les recherches qu'on fait. Une recherche qui nous excite beaucoup, c'est finalement, c'est repenser la batterie. Pour avoir une simple raison que les batteries, vous comprenez les batteries il y a 50 ans, elles avaient exactement la même forme qu'aujourd'hui. D'où, ça veut dire que pourquoi pas faire des batteries de type Lego, dans lequel, dans ce cas, s'il y a des composants, que ce soit l'électropositif, l'électronégatif, voire le séparateur est défaillant, on puisse le changer. Donc voilà, si vous voulez, les recherches où l'on mène aujourd'hui dans cette vie. D'où, j'espère vous avoir donné finalement un aperçu de tout ce qui se fait dans le domaine, et je voudrais maintenant conclure, en espérant vous avoir convaincu eh bien, que les recherches dans le domaine des batteries évoluent avec l'idée du développement durable dans le cœur de nos activités, pour essayer tout simplement de créer de nouveaux matériaux, vous avez mentionné certains, sur la base de métaux abondants et non toxiques. On développe des technologies plus éco-compatibles dans le technologie sodium-ion. On essaie également, dans ce cas, développer la batterie tout solide qui permettrait d'avoir des densités d'énergie qui seraient beaucoup plus élevées. Et enfin, on a des efforts considérables, et même au niveau européen, avec un flagship sur cette intelligence des batteries pour introduire, je dirais, des capteurs à l'intérieur et pouvoir faire l'auto-réparation. Et enfin, au niveau du recyclage, nous sommes en train de reconsidérer les méthodes classiques et voir même les configurations des batteries. D'où, si je peux dire, vous voyez que de nombreux challenges, je dirais, sont des sources d'opportunités et d'espoir pour minimiser l'empreinte CO2 pour une meilleure place. Ici, je voudrais passer deux messages suite à cet exposé. Et le premier, j'espère que vous êtes convaincus que c'est un domaine dans lequel la synergie entre les connaissances scientifiques fondamentales et technologiques au niveau des matériaux est essentielle à la recherche de batteries. Et le deuxième message, je suis sûr qu'Albert sera d'accord avec moi, je crois que j'ai pris ici une citation de Jean-Yves Cousteau: la recherche appliquée génère des améliorations et non des avancées. Le grand progrès scientifique découle de la recherche fondamentale. Et je crois que dans le domaine des batteries, malgré que ce soit directement une recherche qui est fortement tirée par l'industrie, le fondamental, je dirais, sera la solution pour le futur. Et avec ce, bien, je vous remercie pour votre attention.
pose la question sans micro, ça va? Je peux le laver. Non, mais si je parle assez fort. Bonjour, tout d'abord merci pour cette présentation. Dans votre conclusion, vous rappelez qu'un des objectifs essentiels, c'est la réduction de CO2. Or, il y a eu un moment dans votre présentation où vous avez montré le problème de la recharge des batteries en montrant que quand on rechargeait les batteries sur des productions d'énergie basées sur le charbon, et je suppose aussi sur le fuel, mais vous n'avez pas mentionné, ça posait un problème de CO2, et que uniquement dans le cas de figure où c'était le mix français basé sur le nucléaire ou l'hydraulique qui n'existe que dans les pays nordiques, c'était positif pour le CO2. Le problème, c'est que la France est le seul pays qui est sur le nucléaire. Les pays nordiques, il y en a 4-5, mais ce sont les seuls qui sont basés sur l'hydraulique. Ça veut dire que tous les autres pays de la planète, si on fait de la recharge de batterie, ça développera du CO2 puisque ça sera sur une base de production de charbon ou de fuel. Donc, quel est le gain global au niveau de la planète si on développe les usages électriques en mobilité électrique sur des batteries qui se rechargent et qui sollicitent toujours, comme d'habitude, du charbon et du fuel? Merci pour la question. Ça n'a pas été complètement clair. Effectivement, sur mon schéma, il y avait l'hydraulique. Et il ne faut pas oublier qu'il y a toutes les énergies renouvelables que sont le photovoltaïque et seulement l'éolien. D'où, si c'est bon. Ensuite, en ce qui concerne le nucléaire, je vais prendre l'exemple de la Chine. Vous avez parfaitement raison, la Chine va utiliser fortement du charbon. Mais la Chine est quand même développée fortement le nucléaire, ils sont en train de construire plusieurs centrales nucléaires. Ce qui fait qu'à long terme, je dirais, il ne faut pas être catastrophique, il faut directement voir, et je pense que cette évolution va arriver, et les gens vont bouger systématiquement. Vous parlez des pays du Nord, les pays du Nord sont très avancés au niveau de l'énergie renouvelable. La Finlande, la Norvège, et ainsi de suite, sont des plus avancés au niveau européen. D'où aujourd'hui, je dirais, il y a encore cette difficulté, mais les chiffres que je vais montrer, c'est des chiffres européens dans lesquels on a quand même une diminution de 50% en 2040. Alors, c'est des normes européennes, c'est des directives européennes, certainement qu'elles ne seront pas atteintes, mais je dirais, on y est, on y va, et ça prend du temps. Mais il faut que vous réalisiez que ces problèmes de CO2 sont des problèmes, je dirais, colossaux, et qu'on ne change pas le CO2 en 2 ans. Ça va prendre du temps, et il faut être directement dans cette course, participer à cette course, et essayer directement de l'accélérer. Autre commentaire? Non, ça va aller. En fait, vous avez dit qu'il y aurait environ, il reste environ 40 ans de du pétrole. 40 ans, c'est demain. Concernant la production en fait, de batteries pour les voitures, vu le nombre de personnes que nous sommes sur Terre, le nombre de voitures qu'il y a, est-ce qu'on va réussir à fournir à tout le monde? Comment on va faire pour recharger? Est-ce qu'on aura suffisamment d'énergie pour recharger tout ça? Puisque bientôt, on ne pourra plus rouler. Alors, première question, bon, le lithium. Alors, première question, le lithium, bon, des réserves à lithium, eh bien, la demande fait qu'on découvre davantage de réserves. Et le lithium, je ne suis pas tellement concerné, car je l'ai mentionné à la fin, qu'on peut recycler le lithium. Et on pourra directement recycler ces matériaux et les réutiliser. Et on a à ce jour des normes européennes qui, en 2030, vont exiger que dans les nouvelles batteries, il y ait 10% de lithium recyclé, 15% de cobalt, et ainsi de suite. Donc là aussi, le recyclage, je dirais, va apporter quelque chose de neuf. Et les leaders dans ce domaine, c'est Umicore, en Belgique, qui aujourd'hui ne vont plus directement regarder le cobalt extraire des minerais, ils vont tout simplement le récupérer des batteries, ils ont des procédés qui permettent de faire ça. Oui, le temps de recharge de la batterie est quand même incompressible pour l'instant. Et donc, du coup, comment on va faire pour pouvoir recharger toutes ces voitures électriques qui vont arriver sur le marché à un moment donné? Non, mais bon, attendez, là, les petites voitures électriques, là aussi, il y a des scénarios dont EDF travaille, et c'est tout simplement le couplage aux grilles, et tout ça, il y a des scénarios pour, de nouveau, connecter ces véhicules électriques. Il va y avoir toutes des organigrammes, comme dans les villes, c'est-à-dire que peut-être on ne pourra pas tous recharger en même temps, et ainsi de suite.
il y a tout un business, une industrie qui se développe dans la gestion de ces recherches. Après, il y a des scénarios qu'on peut regarder quand été considérés, c'est-à-dire un scénario dans lequel, finalement, vous avez une station de service, vous arrivez, et vous changez directement la batterie. Alors ça, c'est quelque chose qui était possible, mais la difficulté qu'on a dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas avoir des normes dans lesquelles tous les constructeurs vont fabriquer des batteries identiques, car ils perdent leur compétition, ou leur avantage compétitif. Et ça, c'est un des problèmes aussi majeurs, c'est-à-dire qu'il y a différents systèmes de batteries qui sont, je dirais, assemblés différemment, et ça suppose qu'il va y avoir des chargeurs différents. Exemple, pour acheter un computer, vous avez tous des chargeurs différents. Bon, et pourtant, je ne vous cache pas, ça fait 30 ans qu'on se bat pour avoir une certaine norme. Mais on s'expose directement à l'aspect, je dirais, compétitif du business. Et la recharge par induction, est-ce que c'est possible? Alors la recharge par induction, bon, c'est étudié. Il y a pas mal de projets européens là-dessus. Bon, là aussi, c'est une infrastructure. Parce que si vous faites par la charge par induction, il y a des projets européens dans lesquels il faut que vous refassiez les routes. Parce que dans ce cas, il faudra tout simplement que vous conduisez à droite pendant 15 km lorsque vous avez directement vos circuits intégrés. Et ça, j'ai vu une démonstration il n'y a pas longtemps aux États-Unis où ils ont construit une route comme ça. Mais ça, je dirais, ça demande une infrastructure et ça revient parce que est-ce qu'on n'a pas l'infrastructure pour l'hydrogène? Quand est-ce qu'on aura l'infrastructure pour la charge par induction? Sur les routes de Valmus. Oui, bonjour. Je voudrais parler pendant un moment, vous parler des supercondensateurs qui pouvaient aider une partie des batteries pour une recharge beaucoup plus rapide pour les bus ou les camions ou les bateaux, pour récupérer beaucoup plus d'énergie en beaucoup moins de temps. Est-ce que vous êtes au courant de ça ou est-ce que c'était juste de la pub pour certaines boîtes? Non, c'est-à-dire, c'est pas de la pub, c'est-à-dire que les supercap ont un rôle à jouer. Bon, vous prenez le tramway de Bordeaux, il est tout simplement basé sur les supercap, avec les supercap qui sont directement dans les circuits. Voilà. Ensuite, pour coupler avec les batteries, ou coupler avec les piles à combustible, c'est les choses qui se considèrent. La difficulté à tout ça, c'est à la fin, c'est le coût. Et lorsque vous mettez seulement deux systèmes différents, il faut les agencer et avoir un coût moindre à la fin. Bon, c'est des études qu'on a faites il y a quelques 20 ans, on a pris des brevets là-dessus pour coupler finalement un supercondensateur, une batterie. Bon, c'était d'un point de vue scientifique, c'était élégant, mais ça n'a jamais pris le vol. Pour la bonne simple raison, c'est qu'au niveau coût, on n'était pas compétitif. Autre question, oui. Merci. Je voulais vous poser la question, est-ce que la filière hydrogène ne représente pas une alternative pour la traction électrique qui serait peut-être plus intéressante dans le futur? Forcément, on ne fait qu'on peut qu'y penser, parce qu'on en parle ces derniers temps assez souvent. Voilà, merci. Bon, bien sûr, bon, l'hydrogène, là aussi, c'est bon, toute une petite histoire. Bon, l'hydrogène via un combustible. D'où, si vous voulez, là aussi, c'est effectivement, aujourd'hui, on a un regain d'intérêt énorme, d'ailleurs, au niveau européen, pour tout ce qui est hydrogène et les piles à combustible. Alors, là aussi, c'est des études de marché qui montrent, finalement, que les piles à combustible, l'hydrogène, auraient des avantages sur le transport lourd, c'est-à-dire les camions, voire les bus, parce qu'une pile à combustible n'est rentable, une fois de plus, que en grande quantité. D'où, effectivement, la pile à combustible est à ce jour regardée pour les transports, je dirais, camions, bus, et ainsi de suite. Au niveau du véhicule électrique, je ne pense pas qu'elle détrône les batteries. Pour la bonne et simple raison, une fois de plus, c'est que les piles à combustible à ce jour sont encore 3 fois plus chères au kilowattheure que les batteries. Et lorsqu'on parle de l'infrastructure, la question qu'il y a eu sur les recharges, c'est encore pire vis-à-vis directement de l'hydrogène. Et, question fondamentale, bon, d'abord, il faut produire l'hydrogène. L'hydrogène H2 n'existe pas comme ça. Et surtout, il faut le stocker. Et comment stocker l'hydrogène? Quels sont les conteneurs? Quel est le facteur de sécurité? L'hydrogène est en train de se développer, oui, il y a des efforts considérables. Et, dans 30 ans,
il serait stupide de dire que l'hydrogène est en compétition avec les batteries. Je pense qu'on a tellement besoin d'énergie que ce sera, je dirais, des technologies complémentaires et qui vont tout simplement bien s'adapter. Mais il ne faut pas négliger. Peut-être une question de danger aussi de l'hydrogène. Oui, le danger de l'hydrogène. Le danger de l'hydrogène, bon, certains aussi, on voit le danger de lithium aussi. Parce qu'il y a toujours des. Si vous regardez les news, vous voyez des voitures Tesla qui explosent au parking, qui prennent un feu au parking. Bonjour, j'ai vu passer une annonce sur un constructeur chinois qui a annoncé un véhicule avec des batteries au graphène, rechargeable en 10 minutes pour une autonomie de 1000 km. Une batterie au graphène, c'est une batterie solide ou enfin, quelle technologie se cache derrière? Alors, les batteries au graphène, ça c'est des technologies encore, c'est des technologies, bon, 10 km, c'est ça 1000 km avancés. Alors bon, je m'excuse, bon, tout ça c'est la fumisterie. Alors dans le domaine, je vous l'ai dit, dans le domaine il y a beaucoup de hype, c'est la fumisterie, le graphène, seulement c'est la question que c'est un super condensateur. Ce qui fait que vous allez avoir une puissance, mais vous n'avez pas d'autonomie. D'où il y a eu des études récentes qui ont essayé de développer des batteries au carbone en intercalant pas des ions lithium, vous les mentionnez, mais en intercalant les anions. Mais tout ça n'a pas les énergies nécessaires à l'étude. D'où, enfin, bon, je n'ai pas vu cette annonce, mais enfin, du graphène, j'en ai entendu parler, mais j'ai plutôt le supercap et rien d'autre. Alors bien sûr, certains chercheurs mettent du graphène comme conducteur électronique dans les matériaux électrodes, par exemple le silicium. Mais ça ne va jamais révolutionner directement l'autonomie, il n'y a pas, les électrons ils viennent de quelque part. D'où viennent les électrons dans le cas du graphène? Simplement comme conducteur. Comme conducteur électronique, voilà. Et c'est comme ça que certains... ouais. Alors moi, ouais, je remarque le plus, c'est cher que le graphène. Oui. Que le graphène, que le magnésium. Quel avenir voyez-vous pour le chemin de fer? Je ne sais pas, on va fallu 6 heures pour venir à Bagnols. L'avenir pour le chemin de fer, mais de nouveau en fait. Je pense qu'on est dans un monde qui change. Il faut repenser les choses. Et je pense que le chemin de fer doit être repensé aussi. Au moins, on est dans un monde qui change, il y a des opportunités. Il faut les prendre, mais il faut simplement être, je dirais, pas avoir peur de prendre des risques et de se remettre en question. C'est comme l'aviation. Quel est l'avenir de l'aviation? L'avenir de l'aviation, après les périodes qu'on a connues, on peut se questionner. Je pense que là aussi, il y a tout un autre système de voyage que l'on peut se concevoir et dont certains travaillent aujourd'hui. Mais je ne dirais pas que là, les chemins de fer, non, je pense que les chemins de fer auront leur utilité et ils continueront, mais dans un monde différent. On va plus renvoyer, il faut mettre des autres moyens. On remet les trains de nuit. Et mettre les chemins de fer électriques. Mais bon, on fait des trams électriques, pourquoi pas faire des... Une question, passer du lithium au sédium ou avec du lithium du cobalt au nickel, est-ce que ça vient uniquement d'intuition de chimiste ou est-ce que c'est consolidé par des calculs de chimie quantique? Quel est l'aspect théorique dans ces développements? Oui, bon, bien sûr, dans toutes ces recherches, bon, d'ailleurs aujourd'hui, la chimie est guidée par les aspects théoriques. C'est-à-dire, finalement, pourquoi ta question, pourquoi du nickel, cobalt, et ainsi de suite? C'est-à-dire qu'on a des composés d'intercalation et on peut modéliser les interactions entre ces différents atomes et savoir que dans le cas du nickel, elles sont diminuées, l'aspect sécurité sont augmentés dans le cas du manganèse. C'est-à-dire qu'on a effectivement tous ces calculs qui nous servent, je dirais, de guidance pour dessiner nos matériaux. Mais bon, je dirais, bon, j'aime bien l'intuition en chimie. Hein. Oui, non, mais en physique, c'est une méthode assez générale de mettre en parallèle des expériences et des modélisations quantiques. Voilà. Mais bon, il faut quand même être honnête, c'est-à-dire que bon, en chimie, donc, personnellement, on utilise, bon, personnellement, pour moi, c'est l'intuition qui marche en premier, et la modélisation est très utile pour, finalement, par la suite, faire comprendre pourquoi ces matériaux marchent et en décider d'autres. Mais à ce jour, je pourrais dire que la théorie, la DFT, ou ainsi de suite, n'a jamais identifié un matériau utile pour nous. Elle a toujours conforté le fait que ces matériaux, lithium, cobalt, et ainsi de suite, soient de bons matériaux électrons. Ils ne nous ont jamais aidés à ouvrir d'autres voies pour aller chercher dans une telle direction d'assemblage de clusters pour déterminer ça.
pour explorer d'autres Voilà, matériaux que le sodium ou... Ouais. Autre question, autre commentaire? Oui. Juste une question, j'ai été presque littéraire. Vous avez parlé de Jules Verne tout à l'heure. Oui, pardon. Vous avez parlé de Jules Verne. Une question un peu littéraire, j'allais dire presque. Jules Verne. Vous avez parlé de Jules Verne en disant qu'il avait parlé du sodium dans le milieu sous les mers. Et pourquoi ce genre de... Est-ce qu'il était en avance? Est-ce que c'est quelque chose qui était connu à l'époque et ça n'avait pas été exploité par la suite? Enfin, je me pose la question par rapport à... Est-ce qu'on l'a pris pour un doux rêveur? Enfin, c'est peut-être simplement littéraire et historique ce que je demande. Non. Mais est-ce que cette chimie était connue à l'époque aussi? Oui, enfin, bon, si je peux dire, la chimie du lithium et la chimie du sodium ont été développées depuis, je vous l'ai mentionné, 1949, 1950, en même temps. Okay. Mais le lithium, les émissions en lithium, permettaient d'obtenir des performances en termes d'énergie beaucoup plus importantes que le sodium. Eh bien, elles ont pris le devant et on a abandonné le sodium pour de simples raisons qu'il y a 40 ans, 30 ans, on faisait beaucoup moins de soucis sur le développement durable. Et sinon, c'est rien que l'aspect du développement durable qui a fait en sorte qu'on a regardé cette chimie et on a essayé de la redévelopper. Maintenant, quant à Jules Verne, lorsqu'il a écrit, alors je ne vais pas savoir comment il pensait, mais bon, le sodium, bon, oui, effectivement, c'était le plus abondant, et d'un point de vue développement durable, ce qui était d'ailleurs dans son roman, c'était, je pense, ce qui a été la directive pour lui, je ne sais pas. Mais enfin, d'un point de vue recherche, on connaissait le sodium, et ce n'est juste le fait que la demande aux chercheurs de faire attention à l'énergie et au développement durable qui a fait en sorte qu'on a revisité cette technologie. Bon, est-ce qu'il y a une dernière question?